Le jour de mon mariage, mon père a projeté une vidéo intime, fausse de moi sur l'écran géant de l'église. Il a crié « Regardez la traînée qu'elle est », devant 300 personnes. Il voulait me détruire, mais mon fiancé a remarqué le montage, et ce qu'il a fait à mon père sur l'autel était épique. « Bonjour mes chers. Bonjour mes chers. Approchez-vous, asseyez-vous ici avec moi dans la cuisine. Vous sentez cette bonne odeur de clémentine qui cuise ? Eh bien, je suis là en train de faire mes conserves et confitures. C'est quelque chose que j'adore faire, voyez-vous ? La vapeur qui monte de la casserole, le sucre qui caramélise, les fruits qui dégagent ce parfum. Ah, ça me calme l'âme. Je m'appelle Camille. Camille Béatrice Dubois. J'ai 76 ans et j'habite ici à Aurillac, dans le Cantal, la terre du fromage et du froid glacial. Je suis née ici même, dans cette belle ville de montagne, où l'hiver est vraiment rigoureux et où l'on se réchauffe avec du café chaud et une bonne conversation. Aujourd'hui, ma vie est bien simple et tranquille, Dieu merci. Je passe mes journées ici dans cette cuisine à préparer ces conserves de pêche, de figues, de clémentines. Je fais aussi des gelées, du caramel au beurre salé, de la confiture de citrouille. C'est une thérapie pour moi, vous savez, chaque bocal que je ferme, chaque couvercle que je visse, c'est comme si je gardais un petit morceau d'amour pour le distribuer ensuite. Cette tradition de faire des conserves me vient de ma grand-mère maternelle, Mamie Joséphine. Elle avait un immense verger au fond de sa propriété. Et en été, quand les fruits mûrissaient tous en même temps, elle passait des semaines entières dans la cuisine à faire ses merveilles. J'étais très petite. Je devais avoir 7, 8 ans, et je restais là à côté d'elle, à sécher les bocaux, à coller les étiquettes, à lécher la cuillère en bois pleine de confiture. Mamie Joséphine disait « Camille, ma fleur, le secret de la conserve est le même que celui de la vie. Il faut avoir de la patience, il faut savoir quand remuer et quand laisser tranquille. Et il faut y mettre de l'amour, parce que sans amour, même le sucre devient amer. » J'ai gardé ces mots dans mon cœur pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je suis ici dans cette même cuisine où j'ai élevé mes enfants, où j'ai accueilli mes petits-enfants, où j'ai vécu les joies et les peines de cette longue vie. La maison est simple, mais elle est accueillante. J'ai mes petits pots d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre, ciboulette, persil, basilic. J'ai mon vieux poêle à bois que j'utilise encore les jours les plus froids. Et j'ai cette grande table en bois, remplie de bocaux stérilisés, attendant de recevoir les fruits cuits. Ah, et avant que je continue mon histoire, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui me regardez maintenant. Où que vous soyez, dites-moi ici dans les commentaires de quel coin de France ou du monde vous me regardez. Et dites-moi aussi à quelle heure de la journée vous avez trouvé cette vidéo de cette petite grand-mère. Tôt le matin avec votre café chaud, après le déjeuner, pendant la sieste de l'après-midi ou le soir avant de dormir. Je lis chaque commentaire avec tant d'affection, j'imagine chacun de vous, prenant un moment de vos vies bien remplis pour écouter les histoires de cette grand-mère. Dites-le moi, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, parce que j'ai tant d'histoires à raconter. Des histoires de dépassement, de douleur, mais aussi de victoire. Créons cette famille, soutenons-nous les uns les autres. Et regardez, mes chers, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Ah, celle-ci est difficile même à commencer. Elle parle du jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, le jour de mon mariage, mais qui s'est transformé en cauchemar devant 300 personnes dans une église. Un cauchemar orchestré par l'homme qui aurait dû me protéger, par l'homme qui m'a donné la vie. Mon propre père a essayé de me détruire ce jour-là, mes petits. Il a essayé d'anéantir ma dignité, mon nom, mon avenir. Mais Dieu est juste, et l'amour véritable est plus fort que n'importe quel mensonge. Venez avec moi dans ce voyage. Respirez profondément, parce que cette histoire va vous toucher. Mais je vous promets qu'à la fin, nous apprendrons ensemble sur le pardon, sur la force et sur comment l'amour véritable voit au-delà des apparences. Je suis née ici, à Aurillac, même le 15 mars 1949,
dans une grande maison du centre-ville, près de la place principale. Mon père était le colonel Umberto Deschamps, un homme qui avait fait carrière dans l'armée et qui était ensuite devenu une figure importante de la politique locale. Il était propriétaire terrien, possédait des fermes d'élevage dans les environs et son nom était respecté, ou plutôt craint par tout le monde dans la région. Quand il passait dans la rue, les hommes enlevaient leurs chapeaux. Quand il entrait quelque part, le silence tombait comme une pierre. Ma mère était Ondine, une femme délicate, à la peau claire et aux cheveux noirs, toujours attachée en chignon serré. Elle venait d'une famille traditionnelle de Lyon et avait épousé mon père par arrangement familial, comme c'était la coutume à cette époque. Ma mère était discrète, obéissante, toujours avec un chapelet à la main et les yeux baissés. Elle passait ses journées à s'occuper de la maison, à broder, à prier. Je n'ai jamais, pendant toute mon enfance, entendu ma mère élever la voix contre mon père. Pas une seule fois. J'avais 2 frères et sœurs. Auguste était l'aîné, 6 ans de plus que moi, la fierté de mon père. Depuis tout petit, Auguste avait été élevé pour être l'héritier de l'empire du colonel. Il avait appris à monter à cheval, à s'occuper du bétail, à parler durement aux employés, et il y avait Agnès, ma petite sœur, 4 ans de moins que moi. Agnès était petite, fragile, toujours malade de quelque chose. Ma mère passait son temps à l'emmener chez le médecin. Notre maison était immense, sur 2 étages, avec ses hautes fenêtres en bois peint en vert, des tuiles rouges et un portail en fer qui grinçait chaque fois que quelqu'un l'ouvrait. À l'intérieur, tout était sombre et silencieux. Les rideaux épais ne laissaient pas entrer beaucoup de lumière. Il y avait un salon que nous ne pouvions utiliser que lorsqu'il y avait des personnes importantes à la maison, rempli de meubles lourds en noyer, une horloge murale qui sonnait à chaque heure avec un son qui résonnait dans toute la maison. Ma mère maintenait tout impeccablement propre avec l'aide de Madame Carmela, notre employée, une dame qui vivait avec nous depuis avant ma naissance. Ma chambre était au 2e étage, une petite pièce avec un lit en fer, une armoire en pin et une fenêtre qui donnait sur le jardin de derrière. J'adorais cette fenêtre, parce que de là, je pouvais voir le ciel ouvert, les nuages qui couraient, les oiseaux qui volaient librement. C'était mon échappatoire de cette atmosphère lourde en bas. La routine de mon enfance était rigide, comme une horloge suisse. Mon père se levait à 5 heures du matin et toute la maison devait se lever avec lui. Nous prenions le petit déjeuner en silence, du pain fait maison avec du beurre, du lait bouilli, parfois un morceau de fromage de pays. Mon père lisait le journal et personne ne pouvait faire de bruit. Ensuite, il sortait pour s'occuper des affaires et nous respirions un peu mieux. J'étudiais dans une école de religieuses, le collège Notre-Dame-des-Grâces, qui se trouvait à 3 rues de la maison. Ma mère m'amenait et me récupérait tous les jours en me tenant la main, marchant lentement sur le trottoir pavé irrégulier. À l'école, j'étais discrète, obéissante, j'avais de bonnes notes parce que je savais que mon père exigeait la perfection. Il disait toujours « Une Deschamps ne peut pas être médiocre. Nous sommes différents, nous sommes supérieurs. » Après l'école, je devais rentrer directement à la maison. Je ne pouvais pas m'arrêter au petit parc, je ne pouvais pas jouer dans la rue comme les autres filles. Mon père disait que les filles de bonne famille ne s'exposaient pas, que la rue était un endroit pour les gens ordinaires. Alors je passais les après-midi dans le jardin de derrière, jouant seule ou avec Agnès quand elle se sentait bien. Nous jouions à la poupée, à la dinette, à la maîtresse. J'avais une poupée en tissu que ma grand-mère Joséphine avait faite pour moi, avec des tresses en laine jaune et une petite robe en coton imprimé. Je l'appelais Claire. Parfois, quand mon père était de bonne humeur, ce qui était rare, il nous laissait aller à la propriété de mamie Joséphine le week-end. Ah, c'étaient les meilleurs jours de ma vie. À la propriété, je pouvais courir pieds nus, je pouvais grimper aux arbres, je pouvais manger des fruits directement de l'arbre. Mamie Joséphine me laissait l'aider dans la cuisine et c'est là que j'ai appris à faire les conserves, comme je vous l'ai déjà raconté. Elle était si différente de mon père. Elle riait fort, chantait en cuisinant, me serrait fort dans ses bras et disait que j'étais la plus belle petite fille du monde. Mais ces moments étaient rares. La plupart du temps, je vivais dans cette maison silencieuse, toujours avec peur de faire quelque chose de mal,
toujours marchant sur la pointe des pieds pour ne pas déranger mon père. Parce que mon père, ah, mes chers, mon père était un homme au tempérament explosif. La moindre chose qui lui déplaisait, et il commençait à crier, à frapper la table, à faire trembler tout le monde de peur. Je me souviens d'une fois, je devais avoir 8 ans environ. J'ai renversé du jus de clémentine sur la nappe de la table à manger. C'était sans faire exprès. Le verre a glissé de ma main. Mon père est devenu rouge de colère. Il s'est levé de sa chaise avec tant de force qu'elle a failli tomber en arrière. Il m'a crié dessus devant tout le monde, disant que j'étais maladroite, que je ne faisais pas attention, que j'allais finir par être une honte pour la famille. Ma mère est devenue blanche, mais n'a rien dit. Auguste riait doucement, comme si c'était drôle, et moi je suis restée là paralysée, les larmes coulant, sentant que j'avais commis le pire péché du monde. Depuis petite, j'ai appris que l'amour de mon père était conditionnel. Il ne me traitait bien que lorsque je faisais exactement ce qu'il attendait, quand j'avais la note maximale, quand je me comportais comme une demoiselle, quand je restais tranquille dans mon coin, le moindre écart, le moindre signe de personnalité propre. Et il me coupait avec des mots tranchants ou avec ce regard glacial qui faisait plus mal que n'importe quelle gifle. J'avais une petite amie à l'école, Lucienne, la fille du propriétaire de la pharmacie. Nous avions prévu de jouer chez elle un samedi après-midi. J'étais si contente, mais quand j'ai demandé à mon père, il a dit « Non, simplement non. Tu ne vas pas traîner partout comme un gamin des rues. La place d'une fille est à la maison. » J'ai pleuré, supplié, mais ce fut inutile. Et Lucienne ne m'a plus vraiment parlé après ça, parce qu'elle pensait que je n'avais pas voulu venir. Petit à petit, j'ai compris que ma vie n'était pas la mienne. C'était une propriété de mon père, du nom Deschamps, de l'honneur de la famille. J'étais une extension de son ego, un objet qu'il modelait comme il voulait. Et moi, enfant innocente que j'étais, je pensais que c'était normal, que tous les pères étaient comme ça. Quand j'ai eu 12 ans en 1961, les choses ont commencé à changer un peu. Mon corps a commencé à changer. Je commençais à devenir une jeune fille, et mon père est devenu encore plus rigide, encore plus vigilant. Il a commencé à contrôler même les vêtements que je portais, la façon dont je coiffais mes cheveux, le ton de voix que j'utilisais. « Tu deviens une femme », disait-il avec ce regard dur. « Et une femme de ma famille doit être impeccable, sans tache, sans souillure, parce que le nom Deschamps vaut de l'or, et je ne laisserai personne le salir. » Je ne comprenais pas complètement ce que cela signifiait à l'époque, mais je sentais au fond que ce contrôle n'allait faire qu'empirer à mesure que je grandirais. Mon adolescence est passée trop vite et, en même temps, trop lentement. Les années entre 13 et 17 ans ont été un flou de règles, d'interdictions et cette sensation constante d'être surveillé. Mon père contrôlait chacun de mes pas, avec qui je parlais à l'école, à quelle heure je rentrais à la maison, quels vêtements je portais, même la longueur de ma jupe, il la mesurait de ses yeux d'aigle. En 1966, quand j'avais 17 ans, j'ai terminé le lycée, et alors est venue la première grande dispute de ma vie avec mon père. Je voulais étudier, je voulais faire des études de lettres à Lyon. J'adorais lire, j'adorais écrire. J'avais un cahier rempli de poésie que je cachais sous le matelas. Mais quand j'ai parlé à mon père de l'université, il m'a regardé comme si j'avais dit la plus grande insanité du monde. L'université, pourquoi faire? Tu vas te marier avec un homme bien que je vais choisir et tu t'occuperas de sa maison. Une femme n'a pas besoin d'études au-delà de la base. C'est un truc de gens qui veulent s'élever dans la vie. Et toi, tu es déjà née au sommet, Camille. Tu ne vas pas tout gâcher avec ces idées modernes. J'ai pleuré, supplié, mais ce fut inutile. Ma mère, comme toujours, n'a rien dit. Elle est restée à broder dans son coin, faisant semblant de ne pas entendre. Et ainsi, mon rêve est mort là. J'ai commencé à vivre dans cette maison, aidant ma mère aux tâches ménagères, brodant, cuisinant, attendant. Attendant quoi? Je ne savais même pas vraiment. Mon père a commencé à me présenter des prétendants, fils de fermiers, fils de politiciens, des hommes plus âgés, tous taillés dans le même moule, arrogants, machistes, qui me regardaient comme si j'étais une pouliche dans une vente aux enchères de bétail.
Je détestais ces dîners formels où je devais sourire et faire semblant d'être intéressé, pendant que ces hommes parlèrent de leurs terres, de leurs possessions, de leur projet de construire une famille traditionnelle. Je me sentais étouffé, emprisonné. Et puis, en avril 1971, à 22 ans, ma vie a changé. J'ai rencontré Luc. C'était un jour d'automne, en fin d'après-midi. Je revenais de la messe, une des rares sorties que mon père me permettait, à condition d'être accompagné de Madame Carmela. Nous passions par la place centrale quand il a commencé à pleuvoir de cette façon qu'il ne pleut que dans notre région. Une pluie forte, froide, qui trempe en quelques secondes. Madame Carmela et moi avons couru nous abriter sous l'auvent d'un magasin de matériel électrique. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois, Luc-Henri Olivier. Il était en train de réparer le câblage du magasin sur une échelle avec une boîte à outils à côté. Quand la pluie a commencé, il est descendu rapidement et s'est abrité sous le même auvent que nous. Il était mince, avec des lunettes, un sourire timide et des mains habiles qui ne restaient jamais tranquilles. Il a commencé à discuter avec nous, très poli, très gentil. « Quelle averse, n'est-ce pas? Je pense que ça va durer un moment. Madame voudrait-elle s'asseoir ici sur le petit banc ?» Il a proposé à Madame Carmela, qui a remercié, et a commencé à discuter avec lui. Il a raconté qu'il était technicien en informatique et électronique, qu'il travaillait à réparer des équipements dans la ville, qu'il avait étudié par correspondance parce qu'il n'avait pas d'argent pour quitter Aurillac. Je suis resté là tranquille, mais mon cœur battait la chamade. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de différent de tous ces hommes que mon père m'avait présentés. Luc parlait avec passion de son travail, des ordinateurs qui commençaient à arriver en France, de comment la technologie allait changer le monde. Ses yeux brillaient, et quand il m'a souri, s'excusant de parler trop, j'ai senti des papillons dans mon estomac pour la première fois de ma vie. Quand la pluie s'est arrêtée, nous nous sommes dit au revoir, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. Les jours suivants, je trouvais n'importe quelle excuse pour passer par la place, espérant le retrouver. Et 3 semaines plus tard, je l'ai trouvé. Il était assis sur le banc de la place, mangeant un croque-monsieur et lisant un livre technique. J'ai rassemblé tout mon courage et me suis assise sur le banc à côté. « Bonjour », j'ai dit avec la voix tremblante. « Vous vous souvenez de moi de la pluie ?» Son visage s'est illuminé. « Bien sûr que je me souviens, la jolie fille de l'auvent. » Et nous avons commencé à discuter, des heures et des heures de conversation. Il m'a parlé de sa famille humble, de son père qui était menuisier, de sa mère qui lavait le linge pour les autres. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de moi vraiment, des livres que j'aimais, de l'envie d'étudier, de comment je me sentais prisonnière. Luc m'écoutait avec une attention que personne ne m'avait jamais donnée. Il ne me jugeait pas, ne m'interrompait pas. Il écoutait juste avec cette manière calme et douce. Et quand le soleil a commencé à se coucher, il a pris ma main, la première fois qu'un homme me touchait avec tendresse, à part mon père ou mes frères, et il a dit « Camille, je sais que nous venons juste de vraiment nous connaître, mais je sens que tu es spéciale. Je voudrais mieux te connaître. Est-ce que nous pourrions nous revoir ?» Je savais que je faisais une folie. Mon père n'approuverait jamais, mais j'ai dit oui. Pendant 7 mois, nous nous sommes retrouvés en cachette. Toujours sur la place, toujours rapidement, toujours avec la peur que quelqu'un le dise à mon père. Luc était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Gentil, intelligent, respectueux. Il n'a jamais essayé de m'embrasser sans permission, ne m'a jamais pressé. Il voulait juste discuter, connaître mon âme. Et je suis tombée éperdument amoureuse de cet homme simple, aux mains calleuses et au cœur immense. En novembre 1971, Luc m'a demandé en mariage. C'était sous un châtaignier sur la place, à genoux, avec une petite bague simple en argent qu'il avait achetée avec l'argent de 3 mois de travail. J'ai tellement pleuré que je pouvais à peine parler. « Oui », j'ai dit, « oui, oui, oui », mais nous savions que la tempête approchait. Je devrais le dire à mon père. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mon père était dans le salon en train de lire le journal. Ma mère brodait sur le canapé.
J'ai respiré profondément, rassemblé tout mon courage et j'ai dit « Papa, je dois te parler. J'ai rencontré un jeune homme, un homme de bien, travailleur, honnête, et nous voulons nous marier. » Le silence qui est tombé dans ce salon était sépulcral. Mon père a plié le journal lentement, très lentement. Il m'a regardé avec ses yeux de glace que je connaissais si bien, et puis il a explosé. « Comment ça? Tu as rencontré quelqu'un et tu n'as pas demandé ma permission? Qui est ce voyou? » « Il s'appelle Luc, papa. Luc Henri Olivier. Il est technicien en... » « Technicien ?» Mon père s'est levé du fauteuil comme s'il avait reçu un choc. « Tu me dis que tu veux épouser un mécanicien, un moins que rien, la fille du colonel Deschamps, épouser un ouvrier? » « Il n'est pas ouvrier, papa. Il est technicien en électronique. Je ne veux pas savoir ce qu'il est. » La veine du cou de mon père était saillante, violette. « Tu ne vas pas épouser cette ordure. Tu vas épouser qui je choisirai. Un homme de notre position. Pas un pauvre misérable qui va salir le nom Deschamps. » J'ai commencé à pleurer, mais cette fois, pas de peur, de colère. « Je vais l'épouser, papa, avec ou sans ton soutien. » La gifle est venue si vite que je ne l'ai même pas vue. Ma tête a tourné sur le côté et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Ma mère a crié doucement et a couru vers moi, mais mon père l'a poussée de côté. « Tu ne vas pas l'épouser. Et si tu insistes, je vais détruire ce verre. Je vais lui faire perdre son emploi. Je vais le faire disparaître d'Aurillac. Tu m'as bien entendu, Camille? Je vais le détruire. » Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, le visage brûlant et le cœur déchiré, j'ai compris pour la première fois l'ampleur de la haine dont mon père était capable, et j'ai compris que ça n'allait pas bien se terminer. Mais je n'imaginais pas, même dans mes pires cauchemars, jusqu'où il serait prêt à aller. Après cette nuit terrible, les choses ont beaucoup empiré à la maison. Mon père ne me parlait plus. Quand nous nous croisions dans les couloirs, il détournait le regard comme si j'étais un fantôme, comme si je n'existais plus. C'était pire que les cris, pire que la violence. C'était un silence glacial, lourd, qui étouffait. Mais je n'ai pas abandonné. Luc et moi avons continué à nous voir, maintenant encore plus cachés. Il voulait affronter mon père d'homme à homme. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Je connaissais mon père. Je savais de quoi il était capable. Et j'avais peur, très peur de ce qu'il pourrait faire à Luc. C'est en février 1972 que les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Mon père a soudainement changé d'attitude. Un matin, pendant le petit déjeuner, il m'a parlé pour la première fois en 3 mois. « Camille. » Sa voix était contrôlée, mais j'ai senti le venin derrière. « J'ai beaucoup pensé à ton entêtement et j'ai décidé que j'ai peut-être été trop dure. Si tu veux vraiment épouser ce... Luc, alors d'accord. » J'ai failli m'étouffer avec mon pain. Ma mère a arrêté de remuer son café et l'a regardé surprise. Même Auguste, qui était là en train de prendre le petit déjeuner avec nous, a haussé un sourcil. « Quoi? Je pouvais à peine y croire. Tu dis que tu acceptes? » « J'accepte, mais avec une condition. » Il m'a regardé dans les yeux et j'ai senti un frisson. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Je vais payer le mariage. Je veux que ce soit une belle fête, à la hauteur du nom Deschamps. Je ne veux pas que les gens disent que ma fille s'est mariée comme une pauvre dans une mairie minable. Ce sera à l'église principale avec tout ce qu'il y a de mieux. » J'aurais dû me méfier. J'aurais dû voir le piège. Mais j'étais si naïve, si désespérée par son approbation, que j'ai cru. J'ai vraiment cru qu'il avait changé d'avis, qu'il avait accepté mon mariage. « Merci, papa. » J'ai dit avec la voix étranglée. « Merci beaucoup. Juste une autre chose. » Il a coupé un morceau de fromage avec le couteau lentement. « Je vais préparer une surprise spéciale pour toi le jour du mariage, un hommage. Je vais projeter sur un écran dans l'église des photos de toi quand tu étais petite, des vidéos de la famille. Ça va être magnifique, mais c'est une surprise, d'accord? Ne dis rien à Luc. » J'ai accepté, ému. Quelle idiote j'ai été. Quelle idiote. Les mois suivants ont été un tourbillon. Mon père a vraiment tout payé.
La robe de mariée importée, les fleurs, le traiteur, les invitations en papier verger avec des lettres dorées. L'église a été réservée pour un samedi après-midi, le 17 juin 1972. 300 invités confirmés. Toute l'élite d'Aurillac serait là. Luc était mal à l'aise avec tant de faste. Camille, je ne sais pas. Ton père dépense tout ça. Est-ce qu'il a vraiment accepté ou est-ce qu'il complote quelque chose? Non, mon amour. Il a changé. Je le sens. Il veut juste que nous soyons heureux. Mon Dieu, comme j'étais aveugle. Dans la semaine du mariage, mon père a été encore plus attentionné. Il demandait des détails, si j'étais nerveuse, si j'avais besoin de quelque chose. Il a même parlé à Luc une fois, devant la maison, et lui a serré la main. « Prends bien soin de ma fille, mon garçon. » Luc en est sorti un peu déconcerté, mais soulagé. La nuit du vendredi, veille du mariage, je n'ai pas réussi à bien dormir. Je me retournais dans le lit avec ce frisson au ventre que toute mariée a. Je pensais à ce que serait ma vie avec Luc, à avoir ma propre maison, à être enfin libre. Je regardais la robe de mariée accrochée dans l'armoire et je souriais dans le noir. Le samedi est arrivé, le jour le plus important de ma vie, ou le jour qui deviendrait mon pire cauchemar. Je me suis levée tôt, j'ai pris le petit déjeuner et les femmes engagées sont venues m'aider à me préparer. La robe était en dentelle française, avec une longue traîne, un voile en tulle. Elles ont fait mes cheveux en boucle, ont mis la couronne de fleurs, ont maquillé mon visage. Quand je me suis regardée dans le miroir, je ne me suis presque pas reconnue. J'étais belle. Je ressemblais à une princesse. À 15 heures, nous sommes arrivés à l'église principale. Mon Dieu, mes chers, comme cette église était belle. Des fleurs blanches partout, des rubans de satin, des bougies allumées. L'orgue jouait doucement. Les bancs étaient remplis de gens élégants, en chapeau et costumes chers. Et là devant, près de l'autel, j'ai vu Luc qui attendait. Il était dans un costume noir que je n'avais jamais vu, les cheveux peignés sur le côté, les lunettes propres et brillantes. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai marché dans l'allée centrale au bras de mon père, au son de la marche nuptiale. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Mon père était sérieux, droit, saluant les gens d'un signe de tête. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il m'a confié à Luc et est allé s'asseoir au premier rang. La cérémonie a commencé. Le père Anselme, que je connaissais depuis l'enfance, a fait les bénédictions, lu les textes bibliques. Nous avons échangé nos vœux. J'ai dit oui d'une voix ferme, regardant Luc dans les yeux. Il a dit oui aussi, serrant mes mains fort. Nous avons échangé les alliances, 2 anneaux simples en or que nous avions choisis ensemble. Maintenant, a dit le prêtre, avant la bénédiction finale et le baiser des mariés, le père de la mariée aimerait rendre un hommage spécial. C'est là que mon monde a commencé à s'effondrer. Mon père s'est levé, a monté les marches de l'autel et a pris le micro qui était sur un support à côté. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire glacial, dangereux, de quelqu'un qui s'apprêtait à frapper. Bon après-midi à tous. Avant que ma fille scelle son destin avec ce jeune homme, je voudrais vous montrer son vrai visage, parce que la vérité, mes amis, est la chose la plus importante dans une union. Et je ne peux pas, en toute conscience, laisser ce mariage se poursuivre basé sur des mensonges. Mon estomac s'est glacé. Luc m'a regardé confus. J'ai regardé mon père sentant la panique monter dans ma gorge. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie faible, tremblante. « Éteignez les lumières. » Il a ignoré ma question et a fait signe à l'opérateur. Les lumières de l'église se sont éteintes. L'écran géant qui avait été installé derrière l'autel s'est allumé. Ça a commencé avec des photos de moi bébé, enfant, comme il avait promis. Les gens souriaient, trouvaient un sabot. Ma mère, au premier rang, avait la main sur le cœur, émue, et puis l'image a coupé. Soudain, sur cet écran énorme, une vidéo est apparue. Une vidéo qui m'a fait me paralyser d'horreur.
C'était une chambre bon marché d'hôtel minable. Et il y avait une femme là, une femme avec mon visage exact. Elle était avec des hommes, plusieurs hommes. Je ne peux pas décrire en détail, mes chers, parce que c'est trop horrible, mais c'était une scène intime de nature sexuelle, explicite. Et ce visage était le mien. L'église a explosé en murmures, cris étouffés, femmes couvrant les yeux des enfants, hommes se levant de leurs chaises. Le père Anselme est devenu blanc, comme du papier. « Non !» j'ai crié, « ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. » Mais personne ne m'entendait. La vidéo continuait implacable, projetée sur cet écran monstrueux. Mon père sur l'autel a crié dans le micro avec cette voix de tonnerre. « Regardez la traînée qu'elle est, c'est ça la femme que tu veux épouser, Luc. Une dévergondée qui se vend, qui déshonore le nom de la famille Deschamps. C'est ça la femme qui va porter notre nom ?» Je me suis effondré. Mes jambes ont cédé, et je suis tombé à genoux, là même sur le sol froid de l'autel. Le voile s'est étalé autour de moi. Les larmes coulaient sans contrôle, brouillant tout. J'entendais les cris, les accusations, le scandale. J'entendais ma mère sangloter, j'entendais les gens m'insulter, et je regardais cet écran, ce visage qui était le mien, mais qui ne l'était pas. Et je ne comprenais pas comment c'était possible, comment cette vidéo existait. Je n'avais jamais fait ça. J'étais vierge, pour l'amour de Dieu. Je n'avais jamais été avec aucun homme, mais personne ne me croirait. Pas avec cette preuve-là, en haute définition, devant 300 personnes. Ma vie s'était terminée là, sur cet autel, le jour qui aurait dû être le plus heureux de mon existence. Mon père m'avait détruite. Et la pire partie, quand j'ai levé les yeux, cherchant Luc au milieu du chaos, je l'ai vu debout, me regardant. Et j'ai pensé qu'il allait m'abandonner aussi, qu'il allait croire ce mensonge. Mais alors quelque chose s'est passé, quelque chose qui allait tout changer. J'étais là à genoux sur le sol froid de l'église, sentant le poids de 300 pères Dieu me jugeant, me condamnant. Le voile était tombé sur le côté, tout froissé. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas les contrôler. Et cette vidéo maudite, passait encore sur l'écran sans arrêt, dans une boucle infernale. Les gens s'étaient levés des bancs, certains sortaient horrifiés, d'autres criaient des choses horribles contre moi. Sans vergogne, immonde, comment a-t-elle osé? J'ai entendu une femme crier, et elle a eu le culot de s'habiller en blanc. Ma mère avait la tête baissée, sanglotant de façon incontrôlée, couverte par son châle. Auguste était debout à côté d'elle, les bras croisés, un sourire de satisfaction au coin de la bouche. Il aimait ça. Mon propre frère aimait me voir détruite. Et mon père? Ah, mon père était sur l'autel, debout à côté du prêtre paralysé, avec le micro à la main, la tête haute, ce regard de triomphe. Il avait réussi. Il m'avait détruite devant tout le monde. Il avait ruiné ma vie, mon nom, toute chance de bonheur. Et il était content de ça. « Tu veux encore l'épouser, mon garçon ?» Mon père s'est tourné vers Luc, avec du mépris dégoulinant de chaque mot. « Tu veux encore cette femme usée, cette menteuse qui t'a trompé tout ce temps ? Parce que je peux arrêter la vidéo maintenant, si tu veux fuir d'ici, et ne plus jamais regarder en arrière. Personne ne te jugera. Tu es la victime ici. » C'est elle la traînée immonde. Je ne pouvais pas regarder Luc. Je n'avais pas le courage, parce qu'au fond, tout au fond, une partie de moi pensait qu'il allait croire, qu'il allait m'abandonner là, abandonner sur l'autel, humilié. Après tout, comment prouverais-je mon innocence? Comment expliquerais-je cette vidéo où mon visage était si clair, si net? J'ai commencé à avoir une crise de panique. Ma poitrine s'est serrée. La respiration est devenue courte, trop rapide. Tout tournait autour de moi. Je sentais que j'allais m'évanouir, que j'allais mourir là. Et une partie de moi voulait mourir, voulait disparaître, cesser d'exister. Je ne l'ai pas fait. J'ai murmuré, mais ma voix était si faible que je ne m'entendais même pas moi-même. Je ne l'ai pas fait. C'est alors que j'ai senti une main tenir ma main, une main ferme, chaude,
qui m'a tiré vers le haut avec délicatesse. J'ai levé les yeux embués de larmes et j'ai vu Luc. Il était là devant moi, toujours en train de me tenir la main. Il ne m'avait pas lâché, pas une seule seconde. « Luc !» Ma voix est sortie brisée. « Je jure devant Dieu. Je jure sur ma vie. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais... Je sais. » Sa voix est sortie calme, ferme, sans aucune hésitation. « Je sais que ce n'est pas toi. » « Comment tu sais ?» J'ai presque crié de désespoir. « Tu as vu la vidéo ? Tout le monde l'a vue. Comment peux-tu savoir ?» Et alors il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a lâché ma main, s'est tourné vers l'écran qui passait encore ces images horribles, et a regardé, non pas avec colère, mais avec ses yeux de technicien, analytique, attentif aux détails. Il cherchait quelque chose. Mon père a ri fort. « Ah, tu veux revoir ? Tu aimes ce que tu vois ? Tu veux bien confirmer quel genre de... » « Taisez-vous. » Luc l'a coupé sans même le regarder. La voix était glaciale, coupante comme du verre. Je n'avais jamais entendu Luc parler de cette façon. Les gens de l'église se sont tus, choqués. Luc a monté les marches de l'autel, est passé droit devant mon père et est allé jusqu'à l'ordinateur portable qui contrôlait la projection. Il a mis la vidéo en pause sur une scène spécifique. L'image est restée figée sur l'écran. La femme avec mon visage levant les bras. « Combien vous avez dépensé pour ça ?» Luc s'est tourné vers mon père avec les yeux plissés. 10 000, 20, 50, parce que ce montage est professionnel. Technologie deepfake de pointe. Ça a dû coûter une fortune. Mon père a arrêté de sourire. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté. « De quoi tu parles, mon garçon ?»« Je travaille avec la technologie. » Luc a pris le micro des mains de mon père d'un coup ferme. « Je connais le deepfake. Je sais identifier des vidéos manipulées. Et celle-ci est très bien faite, presque parfaite. Mais il y a un problème. » Il a pointé vers l'écran. La personne qui a fait ça a étudié le visage de Camille à la perfection, a copié chaque détail, mais ne connaît pas son corps, pas comme moi je le connais. Mon cœur a bondi. Que disait-il ? Camille. Luc a continué et sa voix a résonné dans toute l'église. A une marque de naissance en forme de demi-lune sous le bras gauche. J'ai vu cette marque quand nous sommes allés nager dans la rivière, quand elle a levé le bras pour peigner ses cheveux. Elle est petite, discrète, mais elle est là. Elle a toujours été là. Il a fait une pause, laissant l'information s'installer. La femme de cette vidéo a la peau complètement lisse, sans tache, sans marque, sans rien. Le silence dans l'église était absolu. Toutes les personnes regardaient l'écran, essayant de voir ce dont Luc parlait. Vous ne me croyez pas ? Luc est descendu de l'autel et a marché jusqu'à moi. Il a pris ma main gauche avec tant de délicatesse que je voulais pleurer à nouveau. Avec ta permission, mon amour. Et là, devant tout le monde, il a levé mon bras gauche et a délicatement déchiré la manche en dentelle de la robe de mariée. Pas avec violence, avec soin, comme celui qui dévoile un secret précieux. Et là, elle était. La petite marque que j'avais depuis ma naissance, en forme de demi-lune parfaite, couleur café au lait, sous mon bras gauche. Luc a tourné mon bras pour que les invités voient, puis s'est tourné vers l'écran, où l'image en pause montrait cette femme avec le bras levé, peau lisse, sans aucune marque. Celle-ci, Luc a dit en pointant l'écran. Ce n'est pas Camille. C'est une falsification, un mensonge créé par un homme si obsédé par le contrôle qu'il a préféré détruire sa propre fille plutôt que de la perdre. Il s'est tourné vers mon père et la haine dans ses yeux était palpable. « Combien vous avez payé, hein, colonel ? Combien ça vous a coûté de faire cette fausse vidéo ?» Mon père était rouge, les veines du cou saillantes, mais il ne répondait pas. Il ne pouvait pas. « Parce que je suis sûr, » Luc a continué en marchant jusqu'à l'ordinateur portable, « que si je cherche dans l'historique de cet ordinateur, je vais trouver des preuves, des emails, des transferts, des conversations avec l'entreprise qui a fait le montage. » Et il a fait exactement ça.
Devant tout le monde, il a ouvert les dossiers de la clé USB que mon père avait donnée à l'opérateur, a fouillé dans les fichiers cachés et a trouvé « ici ». Luc a projeté sur l'écran, remplaçant la vidéo maudite. C'était un email avec l'entête d'agence numérique Silva et Costa pour colonel Umberto Deschamps. Objet, vidéo deepfake finalisée. Montant total, 50 000 €. L'église a explosé. Mais cette fois pas contre moi, contre lui, contre mon père. Les gens se sont levés, criant, appelant mon père monstre, cruel, inhumain. Les témoins de Luc sont venus sur l'autel, encerclant mon père, qui a essayé de s'enfuir en courant. Le père Anselme, retrouvant sa voix, a crié « Que Dieu ait pitié de votre âme, Umberto. Ce que vous avez fait est impardonnable. » Et moi je suis restée là encore tremblante, encore en état de choc, mais maintenant avec une étincelle d'espoir s'allumant dans ma poitrine. Luc m'avait défendu, m'avait sauvée, avait prouvé mon innocence devant tout le monde. Il est revenu vers moi, a tenu mon visage avec ses 2 mains et a regardé profondément dans mes yeux. « Je te connais, Camille. Je connais ton cœur et je ne croirai jamais, jamais un mensonge comme ça. Tu es la femme la plus pure que je connaisse. » Je me suis effondrée sur sa poitrine, pleurant, mais maintenant de soulagement, de gratitude, d'amour profond pour cet homme qui ne m'avait pas abandonnée dans mon pire moment. Et quand j'ai regardé vers l'autel, j'ai vu mon père tenu par les invités indignés. Il m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu de la haine pure, mais j'ai aussi vu la défaite. Il avait perdu, avait tout perdu. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes a été comme une tempête. L'église entière était debout, les gens criant, pointant mon père. Il y avait des dames qui pleurèrent de colère, des hommes qui hurlaient qu'il était une honte. Le scandale était total. Le père Anselme a dû tenir le crucifix en bronze de l'autel, comme s'il avait besoin de force divine pour traiter ce qui venait de se passer. Mon père a essayé de sortir par le couloir latéral, mais les témoins de Luc, 3 amis de travail, des gars simples, mais forts, ont bloqué le passage. Michel, le plus grand d'entre eux, a pointé le doigt vers le visage de mon père. « Vous n'allez pas sortir d'ici avant d'expliquer ça. Vous avez essayé de détruire une jeune fille innocente. Écartez-vous de mon chemin. » Mon père a rugi avec cette voix de commandement qui fonctionnait toujours, mais cette fois personne n'a bougé. Il avait perdu tout respect, toute autorité. C'était juste un homme cruel, exposé dans sa méchanceté. Luc m'a lâché doucement et est descendu les marches de l'autel. Il a marché jusqu'à mon père, lentement, contrôlé. Mais je voyais la colère contenue dans chaque muscle de son corps. Quand il s'est retrouvé face à face avec mon père, la différence était criante. Mon père, grand, corpulent, aux larges épaules, Luc, mince, plus petit, avec des lunettes. Mais Luc avait quelque chose que mon père n'aurait jamais. Une dignité véritable. Colonel Deschamps. La voix de Luc était glaciale. Vous avez essayé d'humilier votre fille pour ne pas perdre le contrôle sur elle. Vous avez dépensé 50 000 € pour créer un mensonge, pour salir son nom, pour ruiner sa vie. Tout ça parce que vous ne supportez pas l'idée qu'elle fasse ses propres choix. J'ai fait ce qui devait être fait. Mon père a crié, perdant complètement son sang-froid. Elle allait se marier avec un moins que rien, avec un pauvre misérable. Elle allait jeter tout ce que j'ai construit, toute notre tradition. Je ne pouvais pas laisser faire. Alors vous avez préféré la détruire. Luc a fait un pas de plus. Vous avez préféré l'anéantir plutôt que de la laisser être heureuse. Quel genre de père fait ça? Un père qui se soucie de l'honneur de la famille. La salive volait de la bouche de mon père. Tu ne comprends pas, petit morveux. Tu n'as pas de nom, tu n'as rien, mais moi j'en ai. Et je n'allais pas laisser une de mes filles. Le coup de poing est venu si vite que je n'ai même pas bien vu. Luc, qui n'avait jamais battu de sa vie, qui était pacifique et gentil, a donné un direct du droit au visage de mon père. Le son était horrible, un craquement sec d'os contre os. Mon père a titubé en arrière et tombé assis par terre avec la main sur le visage, du sang coulant du nez.
L'église entière est restée silencieuse pendant 2 secondes et puis a explosé en applaudissements. Des gens applaudissant, criant. C'est ça, bien fait. C'était surréaliste. Luc a secoué sa main, qui devait faire mal, et s'est baissé à la hauteur de mon père à terre. Vous venez de perdre votre fille, et vous venez de perdre votre honneur aussi, parce que maintenant tout le monde sait quel genre d'homme vous êtes vraiment. C'est là que la confusion a vraiment commencé. Auguste, mon frère, est venu en courant vers Luc, criant « Tu as frappé mon père, espèce de merde !» Mais les amis de Luc l'ont retenu avant qu'il n'arrive près. Ma mère s'était évanouie dans les bras de quelques dames et les agents de sécurité de l'église, 2 policiers qui avaient été engagés par mon père lui-même pour faire la sécurité de l'événement, étaient là debout sans savoir quoi faire. C'est le père Anselme qui a pris la décision. Il est descendu de l'autel, a marché jusqu'aux policiers et a dit avec autorité « Officier, le colonel Deschamps a commis un crime grave ici aujourd'hui, diffamation, calomnie, dommages moraux, et il y a encore les preuves dans l'ordinateur là-bas. Moi, en tant que représentant de cette église et de cette communauté, je demande que vous preniez les mesures appropriées. » Les policiers se sont regardés mal à l'aise. L'un d'eux connaissait mon père depuis des années, mais l'autre plus jeune a hoché la tête. « Le père a raison, colonel Deschamps. Vous allez devoir nous accompagner. Vous n'avez pas l'autorité pour m'arrêter. » Mon père a hurlé du sol, toujours avec la main sur le nez qui saignait. « Je connais le colonel de la police, je vais ruiner vos carrières. Vous pouvez essayer. » Le policier le plus jeune a aidé mon père à se lever, tenant son bras. « Mais avec 300 témoins de ce que vous avez fait et des preuves numériques, je pense qu'il sera difficile pour vous de vous en sortir. » Pendant qu'ils emmenaient mon père hors de l'église, lui criant, menaçant, gesticulant, comme un enfant gâté. Les invités s'écartèrent de lui avec dégoût. Des gens qui avant courbèrent la tête en sa présence, maintenant crachèrent par terre après son passage. La chute a été rapide et brutale. Quand il est passé près de moi, toujours sur l'autel, il s'est arrêté et m'a regardé. Et dans ce regard, il y avait tant de haine, tant de venin, que j'ai senti un frisson. « Tu m'as trahi. » Il a sifflé. « Tu as choisi ce rien au lieu de moi, et je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je n'ai pas besoin de ton pardon. » Ma voix est sortie ferme pour la première fois. J'avais besoin de me libérer de toi. Et aujourd'hui, enfin, j'ai réussi. Il a craché par terre, près de mes pieds, et a été traîné dehors par les policiers. Luc est revenu en courant sur l'autel, m'a serré fort dans ses bras. Je me suis effondrée à nouveau en pleurant, mais maintenant c'étaient des pleurs différents. C'étaient des pleurs de libération, de fin d'un cauchemar. « C'est fini. » Luc a murmuré à mon oreille, caressant mes cheveux. « C'est fini, mon amour. Il ne peut plus te faire de mal. » Le père Anselme s'est approché, tenant toujours le crucifix. « Mes enfants, » il a dit avec la voix étranglée, « ce qui s'est passé ici aujourd'hui a été une profanation de cette maison de Dieu, mais c'était aussi une démonstration de l'amour véritable, l'amour qui voit au-delà des mensonges, qui défend et protège. Vous voulez toujours vous marier ? » Luc et moi nous sommes regardés, et même avec toute la confusion, avec ma robe déchirée, avec mon visage gonflé d'avoir tant pleuré, avec le scandale résonnant encore sur les murs de l'église, j'ai souri. Et il a souri aussi. Oui, nous avons dit tous les deux en même temps. Oui, nous voulons. Et là, dans cette église chaotique, devant les invités qui étaient restés, environ la moitié étaient partis honteuses ou trop choqués pour continuer, le père Anselme nous a mariés. C'était une cérémonie courte, simple, sans faste. Mais quand Luc m'a embrassé, quand il m'a tiré près de lui et a scellé cet engagement, c'était le baiser le plus vrai de ma vie. Ceux qui sont restés ont applaudi, pleuré, nous ont embrassés après, ont demandé pardon d'avoir jugé, même si c'était pendant quelques secondes. Et nous avons pardonné, parce que ce jour-là, même s'il avait commencé comme le pire cauchemar, s'est terminé comme le jour de ma libération. Dans les mois suivants, mon père a été poursuivi en justice. Moi, avec l'aide d'un avocat que Luc connaissait,
J'ai porté plainte pour dommages moraux, diffamation et calomnie. Les preuves étaient irréfutables. L'email, la fausse vidéo, les 300 témoins. Mon père a essayé d'utiliser ses influences, a essayé d'acheter des gens, mais la justice cette fois a été plus rapide. Il a été condamné à payer une lourde indemnisation et à effectuer un service communautaire. Il a perdu le grade honorifique qu'il avait reçu, a perdu le respect de la société, a tout perdu. Ma mère, la pauvre, ne s'est jamais complètement remise de la honte. Elle a divorcé de lui 1 an plus tard, une des premières femmes à Aurillac à avoir le courage de faire ça à l'époque, et est venue vivre avec moi et Luc. Elle a passé les dernières années de sa vie en paix, loin de cet homme horrible. Quant à mon père, il est mort seul en 1985, à 71 ans, amer et isolé. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'ai rien ressenti en apprenant sa mort. Juste un vide, une sensation qu'un mauvais chapitre que j'avais déjà tourné depuis longtemps était terminé. Et me voici, mes chers, 53 ans après ce jour qui a failli me détruire. 53 ans marié avec l'homme qui m'a sauvé, qui m'a défendu, qui m'a aimé quand plus personne ne croyait en moi. Luc, mon cher Luc, est ici à mes côtés jusqu'à aujourd'hui. Il a 79 ans maintenant, retraité depuis longtemps, mais il s'occupe encore de ses ordinateurs dans le petit bureau que nous avons aménagé dans la 2e chambre. Nous n'avons jamais quitté Aurillac, vous savez. Cette ville qui a été le théâtre de mon pire moment a aussi été le théâtre de ma plus grande victoire. Nous avons continué à vivre ici, construit notre vie ici. Nous avons acheté une maison simple de 3 chambres dans un quartier tranquille, loin du centre, loin de cette grande maison sombre où j'ai grandi. Notre maison est pleine de lumière. J'y ai tenu. Grandes fenêtres dans toutes les pièces, rideaux clairs, des fleurs dans chaque coin, parce que j'ai appris que la lumière chasse les fantômes du passé. Nous avons eu 3 enfants, Maurice, qui a aujourd'hui 51 ans, et qui est professeur d'histoire ici à Aurillac, Hélène, 48 ans, qui est infirmière à l'hôpital régional, et Gabriel, le petit dernier, 45 ans, qui a suivi les pas de son père et travaille dans les technologies de l'information. Sauf que maintenant, c'est des choses bien plus avancées que ce que le père faisait. Tous les 3 sont mariés, nous ont donné 7 magnifiques petits-enfants qui sont la joie de ma vieillesse. Ma mère, Ondine, a vécu avec nous de 1973 jusqu'en 1992, quand elle est décédée. C'était 19 bonnes années, où elle a enfin pu être heureuse, sans peur, sans avoir besoin de baisser la tête devant personne. Elle a aidé à élever mes enfants, cuisiné ces plats merveilleux qu'elle avait appris avec sa famille à Lyon. Et au moment de partir, elle était en paix, entourée d'amour. C'était tout ce que j'avais toujours voulu pour elle. Aujourd'hui, ma routine est tranquille et pleine de petites joies. Comme je vous l'ai déjà raconté au début, je passe une bonne partie de mes journées ici dans la cuisine, faisant ces conserves et confitures qui sont devenues ma marque de fabrique. J'ai commencé à en faire pour ma propre consommation, pour les fêtes de famille, mais alors les voisins ont commencé à en demander, les amis de l'église ont commencé à en commander, et aujourd'hui, je vends au petit marché de produits faits maison qui a lieu tous les samedis sur la place, cette même place où j'ai rencontré Luc. Regardez la belle ironie de la vie. Je me lève tôt, je mets la bouilloire sur le feu pour le café, et je vais au jardin cueillir les fruits, ou je prends ceux que j'achète au marché. Pêches, figues, clémentines, fraises, quand c'est la saison. Ensuite, je viens dans la cuisine, je mets mon tablier, j'attache mes cheveux qui sont maintenant tout blancs, et je commence le processus. C'est méditatif, vous savez. Couper les fruits, faire cuire au bon moment, stériliser les bocaux, remplir un par un avec soin, fermer les couvercles. Chaque bocal qui sort parfait est une petite victoire. Luc reste dans son bureau, s'occupant de ses ordinateurs, réparant quelque chose pour un voisin ou simplement lisant les nouvelles sur Internet. Une chose qui me fascine, parce que quand nous nous sommes rencontrés, Internet n'existait même pas. Mais de temps en temps, il apparaît dans la cuisine, prend un bocal de gelée, passe son doigt et goûte. « C'est parfait, mon amour », il dit en me donnant un petit baiser sur le front.
Et je fonds complètement, même après 53 ans. Les après-midi, nous les passons ensemble. Parfois, un petit enfant ou un autre vient déjeuner, apporter des nouvelles de l'école, demander de l'aide pour un devoir. J'adore avoir la maison pleine d'enfants à nouveau. Ils courent dans le jardin, grimpent au goyavier, jouent avec les chats que nous avons adoptés. C'est du bruit, c'est du désordre, mais c'est le bon bruit de la vie qui se passe. Le soir, après le dîner, Luc et moi nous asseyons sur la véranda de devant, que nous avons entourée de plantes. Il y a du jasmin, il y a des roses, il y a des géraniums colorés. Nous restons là main dans la main à regarder le mouvement de la rue, les gens qui rentrent du travail, les enfants qui jouent, et nous parlons de tout et de rien. Des petits-enfants, des nouvelles, des projets pour le week-end. Et vous savez ce qui est le plus beau? Je n'ai plus peur. Cette peur qui m'a accompagnée toute mon enfance, cette sensation d'être toujours en train de marcher sur des œufs, toujours en attente de l'explosion, c'est mort. Je suis libre. Je suis maîtresse de ma vie. Je choisis comment vivre chaque jour et je choisis de vivre avec joie, avec gratitude, avec amour. Parfois, quand je remplis les bocaux de conserve, je pense à cette fille effrayée que j'étais, à cette Camille de 23 ans, à genoux sur le sol de l'église, pensant que la vie était finie. Et je voudrais pouvoir revenir en arrière et la serrer dans mes bras et lui dire « Tiens bon, ma petite, parce que le meilleur est encore à venir. L'amour véritable va te sauver et tu vas être si heureuse. Parce que je suis heureuse, mes chers. Après tout ce que j'ai vécu, après avoir été trahie par mon propre père, humiliée devant tout le monde, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'amour, j'ai construit une belle famille. Et aujourd'hui, faisant ces conserves ici dans ma cuisine pleine de lumière, avec mon mari dans la pièce à côté, et la certitude que les petits-enfants vont venir le week-end, je peux dire, ça valait la peine de résister, ça valait la peine de lutter, ça valait la peine de croire que des jours meilleurs viendraient. Et ils sont venus, mes amours. Ah, comme ils sont venus. Mes chers, mes amours, vous qui m'avez accompagné jusqu'ici dans cette histoire si douloureuse, mais aussi si belle, je dois vous dire des choses importantes du fond du cœur. Si vous traversez une situation similaire à la mienne, si vous avez un père, une mère, un membre de la famille qui vous contrôle, qui vous manipule, qui préfère vous détruire plutôt que de vous voir heureux et libre, je veux que vous sachiez une chose, vous ne méritez pas ça. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe combien de fois ils disent que c'est pour votre bien, que c'est parce qu'ils vous aiment, que c'est pour protéger l'honneur de la famille. L'amour véritable ne contrôle pas. L'amour véritable n'humilie pas. L'amour véritable ne détruit pas. Ce que mon père m'a fait n'était pas de l'amour, c'était une obsession maladive du contrôle. C'était un ego blessé, c'était de la méchanceté pure. Et j'ai mis des années à comprendre ça, à accepter que le problème n'a jamais été moi. Le problème a toujours été lui, son incapacité à aimer vraiment, à voir sa fille comme une personne et non comme une propriété. Et si quelqu'un essaie de salir votre nom, de créer des mensonges sur vous, de falsifier des preuves pour vous faire paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. La vérité finit toujours par apparaître. Ça peut prendre du temps, ça peut être douloureux, mais la vérité a une force qu'aucun mensonge ne peut vaincre. Dans mon cas, c'était une petite marque de naissance qui a sauvé ma vie. Dans votre cas, ça peut être autre chose, mais ce sera quelque chose, parce que la lumière gagne toujours sur l'obscurité. Cherchez de l'aide. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieuse. Parlez à quelqu'un de confiance, un ami, un professeur, un leader religieux, un thérapeute. Les autorités de votre région. Dans chaque pays, dans chaque ville, il existe des personnes et des organisations prêtes à aider ceux qui souffrent d'abus familial, de manipulation, de contrôle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et pour vous qui avez quelqu'un à vos côtés, un petit ami, une petite amie, un mari, une femme qui croit en vous-même quand le monde entier doute, remerciez-les tous les jours pour cette personne. Parce que Luc n'avait pas besoin de rester. Il aurait pu croire cette vidéo, aurait pu m'abandonner là,
mais il a choisi de regarder avec les yeux de l'amour, a choisi de vraiment me connaître, a choisi de me défendre et ça a fait toute la différence. L'amour véritable voit au-delà des apparences, au-delà des accusations, au-delà des mensonges. L'amour véritable connaît votre cœur et ne se laisse pas tromper. Et maintenant, mes chers qui m'avez accompagné jusqu'à la fin de cette histoire, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez appris quelque chose ici avec moi, je vous demande de vous abonner à cette chaîne maintenant, cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, parce que j'ai tant d'autres histoires de dépassement à partager, tant d'autres expériences de grand-mère qui peuvent aider quelqu'un, qui peuvent sauver une vie. Et laissez-moi un commentaire ici en bas avec un seul mot, vérité. Juste ça, pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin, que vous êtes avec moi dans cette chaîne de soutien et d'amour. Laissez ça la vérité, parce que la vérité est la chose la plus puissante qui existe, et ensemble, nous allons la répandre dans le monde. Faites-le maintenant. N'attendez pas une minute de plus, parce que pendant que vous attendez, il y a quelqu'un qui a besoin de trouver cette vidéo, qui a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, qu'il est possible d'être heureux après l'horreur. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous toujours, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Un baiser de cette grand-mère, directement d'Aurillac, avec toute l'affection du monde.